Bienvenue à cette table ronde des professeurs qui va mettre aux prises Madame Céline Audet, Jean-René Roy et Marie-Christine Thérien. Louise Poisson va présider la séance, avoir l'occasion de présenter leur parcours. Et nous aurons aussi à gauche et à droite nos rapporteurs, donc Madame Marie-Josée Hébert. OK, ici, comme elle soit ici, de même que Madame Annie Monpetit. Le principe de la table ronde, vous l'avez vu hier, donc chacun des intervenants vont faire un pitch de 10 minutes pour parler de leur point de vue par rapport à l'université du 21e siècle. Et ensuite, nos deux rapporteurs, que j'ai toujours appelés communément nos commensaux, donc vont se nourrir de ce que vont dire nos présentateurs et ils vont les relancer, ils peuvent aussi relancer l'auditoire. Donc, chacun à tour de rôle vont donner leur point de vue, donc 2-3 minutes. Puis après, on lance la mêlée. Alors voilà, Louise. Donc, Louise, je ne la représente pas, vous l'avez vu ce matin, notre directrice scientifique quand même du Fonds Société et Culture. Et donc, je vous laisse la parole. Merci, Denise. Alors, je présente sans plus tarder la première personne qui va intervenir, Céline Audet, qui est spécialisée en écophysiologie des organismes aquatiques. Céline Audet a joint les rangs de l'Université du Québec à Rimouski en 1999 lors de la création de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Impliquée dans de nombreux projets en biologie marine, aquaculture et pêche, elle a formé plus d'une soixantaine d'étudiants au cycle supérieur et stagiaires postdoctoraux. De 2006 à 2017, elle a dirigé un réseau de recherche universitaire, Ressources aquatiques Québec, dont la mission est de soutenir le développement du secteur de l'aquaculture et des pêches. Elle siège depuis 2012 au conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, et depuis 2016, elle est directrice thématique de ressources, énergie marine et santé du secteur économique maritime au sein du réseau Québec maritime. C'est bon. Est-ce que je pense le tien ou je parle plus fort? OK. Alors, moi, je devais vous parler d'intersectorialité et d'interdisciplinarité en région, dans les universités en région, parce que je pense qu'il y a des éléments facilitateurs. Alors, au début, ce qui est important de dire, c'est qu'à la base, l'éclosion de projets intersectoriels, c'est vraiment lié à la volonté ou à l'intérêt des chercheurs eux-mêmes de s'engager dans ce parcours-là. Et ça, c'est vrai autant en région qu'ailleurs. Ça, on n'y changera rien, c'est certain. Sauf que dans les universités en région, puis je pense que Catherine, tu vas reconnaître des choses dans ce que je vais dire, je pense qu'il y a plusieurs opportunités qui sont présentes, qui sont très particulières et qui vont favoriser l'éclosion, finalement, d'approches interdisciplinaires ou intersectorielles. Ces opportunités-là se retrouvent à 3 niveaux, à mon sens, c'est-à-dire, dans un premier temps, la proximité en région de l'université avec les différents acteurs du politique, de l'industrie, des différentes organisations qui sont vouées au développement économique, social et culturel. Dans un deuxième temps, la taille des effectifs professoraux et étudiants. Et dans un troisième temps, la nécessaire obligation de collaborer hors région. Si je reviens à mon premier point, donc soit le facteur de proximité, c'est un facteur qui est central. C'est ce facteur de proximité qui fait en sorte que les axes prioritaires de recherche dans nos universités vont s'harmoniser aux grands enjeux régionaux. Et donc, ça facilite beaucoup les choses pour nous. Ainsi, donc, à Rimouski, par exemple, à l'UQAM, on a 3 axes d'excellence en recherche, le développement régional, la nordicité et les sciences de la mer. Donc, ce sont des enjeux qui sont très importants pour l'ensemble de la région. Moi, je suis écophysiologiste des poissons, donc j'ai eu un parcours de formation préfondamentale dans différentes universités. Mais quand j'ai été engagée, en fait, je suis arrivée à Rimouski en 87, où j'avais été engagée à cette époque-là par l'INRS Océanologie pour développer le secteur de l'aquaculture. Alors, à l'époque, Robert Bourassa avait fait une visite en Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Il avait dit que la baie des Chaleurs deviendrait la petite Norvège du Québec. Alors, c'était sans prendre en considération les caractéristiques océanographiques de cet endroit-là, mais on passe là-dessus. Et donc, j'avais été engagée pour développer l'aquaculture.
On ne peut pas travailler en aquaculture ou en pêche, ce que je fais maintenant beaucoup, aussi comme c'est le cas actuellement, sans mettre nos travaux dans une perspective beaucoup plus large, c'est-à-dire celle globale du développement et des enjeux qui sont rencontrés par les industries avec lesquelles on travaille. Donc, ça veut dire avec les dimensions biologiques, environnementales, écologiques, économiques, politiques, sociales et autres. C'est impossible. De plus, en région, une petite université n'a pas une multitude de spécialistes dans chacun des domaines. Donc, j'ai eu l'immense opportunité de représenter à mes débuts à l'INRS Océanologie et ensuite, quand j'ai intégré l'UQAR, de représenter mon institution à peu près sur toutes les tables de concertation qui existaient et les forums d'échange, qu'ils soient régionaux ou qu'ils soient provinciaux ou nationaux, qui traitaient des domaines d'aquaculture et des pêches. Quelle merveilleuse formation ça fut pour moi, parce que jamais j'aurais eu le regard global que j'ai sur les industries avec lesquelles je travaille si je n'avais pas eu ces opportunités-là. Parce que dans ces forums-là, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre non seulement les acteurs de l'aquaculture et de la pêche, mais on rencontre les gens des gouvernements au niveau provincial, au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau national, les gens qui sont intéressés par le développement économique, la technopole, les anciens CLD, les comités ACCAR. Et donc, ça nous fait connaître tout un pan de la société auquel, comme chercheurs, on n'a probablement pas accès dans le temps normal. Donc, c'est grâce à cette connaissance-là du secteur que quand j'ai pris les rênes, finalement, de ce qui s'appelait, à nos tout débuts, le réseau Aquaculture Québec. Donc, on avait présenté au Fonds Nature Technologie comme regroupement stratégique et on est devenu ensuite Ressources aquatiques Québec quand on a intégré les pêches récréatives et les pêches commerciales. Ça m'a permis, dès le départ, de faire entrer des chercheurs collaborateurs avec nous en éthique animale, en philosophie, en économie. On avait quelqu'un en droit au début. On a aussi des gens en développement régional parce que je ne pouvais pas imaginer qu'on allait regarder des problématiques de ces secteurs-là sans avoir des collaborateurs qui venaient de d'autres domaines. C'était mission impossible. Le deuxième élément que j'ai mentionné, c'est les effectifs professoraux et étudiants. C'est évident que dans une université en région, les effectifs, qu'ils soient professoraux ou étudiants, ils sont vraiment plus réduits qu'ailleurs. Mais ça conduit à la nécessité de concevoir différemment les départements, les structures départementales. Et là, je vais revenir sur les choses qui ont été dites hier. Donc, au lieu d'avoir un énorme département de biologie comme ceux dans lesquels j'ai été formée, maîtrise, doctorat ou postdoc, à l'UQAR, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a un département de biologie, chimie, géographie. Donc, interdisciplinaire et même intersectoriel, parce que si vous avez géographie, vous avez des gens aussi qui viennent de société culture. On a un département qui est mathématiques, informatique, génie. C'est le même département. Et donc, à ce moment-là, vous avez tout à fait déjà une structure qui est interdisciplinaire. Moi, je suis à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. L'Institut des sciences de la mer a été formé par la... comment je dirais ça? On a mis ensemble, en fait, on a fusionné l'INRS Océanologie et le défunt département d'océanographie de l'UQAR. On a fusionné les deux entités pour en faire un institut de recherche à l'intérieur de l'UQAR. Donc, ça aussi, ça répond à une des questions d'hier. Oui, ça se fait de refaire des nouvelles structures dans des universités à structure départementale et c'est au niveau syndical, ça n'a pas été simple, mais on a des conventions collectives différentes, effectivement. Mais quand on est à l'Institut des recherches de la mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est 23 professeurs, mais là-dessus, on est à peu près à part égale entre des géologues, des physiciens, des chimistes, des biologistes. Donc, tout notre environnement de travail est interdisciplinaire à la base. Donc, au sein même de nos assemblées institutionnelles, on est plongé dans un univers qui est interdisciplinaire et donc notre vision du développement de l'Institut, notre vision des problématiques de recherche, notre vision de l'enseignement va devenir tout à fait imprégnée de cette notion d'interdisciplinarité. Ensuite, je voulais parler de la nécessaire obligation de réseautage. Je ne sais pas, Rémi, si tu te souviens, mais tu avais organisé une table ronde à Rimouski dans le cadre du congrès de l'ACFAS où j'avais participé. Puis j'avais dit qu'en région, on faisait de la recherche d'intérêt régional, mais de calibre international. Et ça, pour moi, c'est important parce que si les faibles effectifs qu'on a dans nos universités en région vont favoriser l'interdisciplinarité et aussi l'accès aux différents secteurs, ils vont par contre nous affaiblir sur le plan disciplinaire si on ne prend pas les moyens pour contrer ça. Parce qu'effectivement, on n'a pas les ressources pour être plusieurs personnes dans une discipline. Donc, si on veut rester à la pointe de nos propres disciplines, on doit obligatoirement accroître nos échanges et pour garantir finalement la portée et la qualité internationale des travaux qu'on fait.
Donc, il faut briser, donc on a des barrières d'isolement au niveau disciplinaire, des barrières d'isolement géographique qu'on doit contrer. Comment on le fait? On le fait en ayant énormément de codirection d'étudiants. Moi, j'en ai formé une 60aine, mais je pense qu'à peu près 95% ont été formés en codirection. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Je vais chercher des codirections dans différentes universités et je leur amène à ce moment-là l'occasion de pouvoir partager avec des gens qui sont aussi dans leur discipline, même si c'est des sujets quand même qui sont complémentaires à ce que moi je fais, mais qui vont ouvrir leurs horizons. On est très souvent, on va être très participant dans les regroupements stratégiques. C'est une des façons pour nous aussi de briser cet isolement. Et il y en a un autre, évidemment, on est obligé d'avoir des collaborations sur le plan québécois, sur le plan national, sur le plan international. Pour nous autres, c'est essentiel pour briser cet isolement-là. Mais en faisant ça, puis là, je rejoins quelque chose qui a été dit ce matin. En fait, quand on parlait de rencontrer l'autre, ça a été dit ce matin par un des conférenciers, mais ça devient vrai aussi à l'intérieur de nos co-directions. Donc, on continue de cette collaboration-là disciplinaire, donc où on va continuer à apprendre et à écouter, puis on va continuer à s'ouvrir à d'autres approches conceptuelles. Est-ce qu'à un moment donné, ça vient l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est ça qui va nous aider aussi à devenir plus à l'écoute quand on arrive dans l'interdisciplinaire puis dans l'intersectoriel? Ou c'est parce qu'on fait aussi l'interdisciplinaire et l'intersectoriel qu'on a plus cette facilité-là à développer des collaborations? Lequel vient avant l'autre? Je ne sais pas trop, mais je pense que tout ça fait un tout et tout ça fait que, pour moi, en tout cas, d'avoir été en région, ça a ouvert des portes vraiment fantastiques au niveau de voir mon secteur de recherche, puis d'avoir vraiment des implications beaucoup plus larges que celles que j'ai seulement comme biologiste. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Et je vais maintenant présenter Jean-René Roy, qui est un astrophysicien qui a travaillé dans plusieurs observatoires et instituts de recherche aux États-Unis, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Il a été professeur au département de physique de l'Université Laval de 1977 à 2000. Puis, il a travaillé à la direction de l'Observatoire international Gemini à Hawaï et au Chili de 2000 à 2009. Il a œuvré à la National Science Foundation dans la gestion des grandes installations scientifiques des États-Unis de 2009 à 2011. En 2011-2012, il a été en poste à Baltimore au Science Mission Office du Space Telescope Science Institute, qui assure le fonctionnement du télescope spatial Hubble. Ses domaines de recherche ont été notamment l'évolution morphologique des galaxies spirales et la formation des étoiles massives. Plus récemment, il écrit sur la science, son histoire et son influence sur la société. Excusez le CV court, long. Merci FRQ de m'inviter ici. Sommes-nous prêts pour la méga-science, la traduction libre de Big Science? Et je réécriverai la question posée pour ce panel. Est-ce que l'intersectorialité, l'interdisciplinarité se vivent-elles mieux en parallèle, dans des institutions en parallèle ou en dehors de ces murs? Et il y a un aspect régional aussi que je veux mentionner. C'est quoi la Big Science, la méga-science? C'est la science qui se fait à partir de mobilisation de ressources énormes, financières, humaines, techniques, qui dépassent celles de la simple institution de l'État ou de la province et même de la nation. Donc, il faut se mettre ensemble et on peut de même attaquer de grands problèmes. J'ai vécu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais relativement jeune. En fait, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat il y a 50 ans dans une institution qui était un grand observatoire solaire, d'ailleurs opéré alors par l'armée de l'air américaine, qui me finançait sans que je le sache. Et j'ai eu mon parcours, j'ai usurpé un peu le titre pour montrer la difficulté de multidisciplinarité. J'ai bien de la misère à faire mettre tous les noms d'institutions récentes sur l'étiquette. On en met juste une et elle est un peu usurpée parce que j'ai quitté l'institution il y a 20 ans.
Donc, j'ai été, surtout dans le cadre de mon séjour à la National Science Foundation, qui finance la recherche fondamentale et appliquée aux États-Unis dans beaucoup de domaines, et en particulier un ensemble de 17 grandes installations scientifiques avec lesquelles je suis assez familier, et un petit groupe dont je suis très familier et qui dépasse mon cadre d'astrophysicien. Évidemment, celle qui est montrée, qui est l'Observatoire Gemini, en bas, un des 2 télescopes de l'Observatoire, est un exemple d'une installation plus classique, monodisciplinaire à peu près. Mais ne sous-estimez pas la présence de multiples secteurs qui rentrent en ligne de compte pour faire marcher ces machines-là. Celle de gauche, qui est un bateau de forage des fonds marins, dont je pourrais parler beaucoup, que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai été impliqué depuis 10 ans, et j'appellerais un peu polydisciplinaire. On amène à bord des biologistes, des géophysiciens, des gens qui étudient les paléoclimats, et le but, c'est d'aller carotter les fonds marins. On descend une unité de forage, à peu près 4 km, et là, on commence à forer en dessous à une profondeur de 1 à 2 km de l'échantillon. Et il y a de la vie là-dedans. C'est absolument fantastique. Des protobactéries, des archées et toutes sortes de choses, qui est une découverte fantastique. Et ce que je montre au milieu, c'est une autre installation financée par la National Science Foundation, c'est la base Amundsen en Antarctique. Et là, toutes les disciplines sont là. C'est vraiment le type de plateforme. Donc, en gros, je vais prendre un peu le critère de la National Science Foundation. Qu'est-ce qui décrit une machine, une plateforme de recherche? C'est quelque chose qui doit mobiliser des investissements de l'ordre de quelques centaines de millions de dollars. Donc, c'est considérable. C'est encore moins que les stades et tout ce qu'on construit ici. Et les coûts d'opération annuels sont de quelques dizaines de millions de dollars. Donc, vous comprenez qu'il faut se mettre ensemble. Au Canada, le Canada est déjà participant à beaucoup d'installations comme telles. Certaines, je suis familier avec, donc contribuent financièrement. Et les chercheurs canadiens ont traditionnellement accès à un paquet de plateformes pour lesquelles le Canada ne contribue pas nécessairement. Donc, c'est vraiment, la plupart de ces plateformes sont en accès libre avec jugement des propositions par les pairs. Il y a au Canada des installations qui appartiennent à cette classe et qui sont financées en bonne partie selon le modèle CFI. FCI, c'est ça. FCI, au 40% par le fédéral, 40% par le provincial, 20% qui est flottant, qui est toujours un peu un casse-tête, mais la formule fonctionne relativement bien. Aux États-Unis, à NSF, généralement, c'est 100% où l'institution qui s'occupe de la régence paie peut-être un 10-15%. Et aussi, on retrouve ces installations-là dans des provinces. Vous connaissez peut-être l'accélérateur de particules Triumph, qui est à Simon Fraser, et le Centre canadien de rayonnement synchrotron à l'Université de Saskatchewan, l'Observatoire de neutrinos à l'Université Queen's. Au Québec, il y a des centres qui commencent à s'approcher de ces dimensions-là, mais on a notre place à prendre. Donc, pourquoi faut-il entrer? D'abord, pour garder un leadership et demeurer à la fine pointe de la recherche à l'échelle mondiale. Ça, c'est des choses assez claires. Et de donner accès aux meilleurs outils et aux collaborations internationales et stratégiques. Et aussi pour avoir accès et offrir des plateformes pluridisciplinaires dont je vous ai donné l'exemple. Et aussi, ce sont des endroits pour maintenir l'expertise au plus haut niveau et garder sa compétitivité, tant pour l'industrie et les autres acteurs socio-économiques qui doivent en fait entrer en jeu, parce que ça ne se fait pas ça dans l'air libre, c'est la construction de ces choses. Et comme je l'ai mentionné, offrir une réciprocité par rapport aux autres pays qui nous offrent accès. Comment entrer? Il faut identifier un secteur clé comme tel. Et si je vous donne un exemple, je suis astrophysicien, je connais les bateaux jusqu'à un certain point, je vous donne l'exemple où le Québec peut entrer, et c'est celui, en fait, de la recherche en Arctique. Depuis 2003, on utilise l'Amundsen, qui est un vieux bateau et qui fonctionne assez bien pendant l'été, qui va partir en juillet et y aller dans le nord, qui est financé par FCI sur la base du programme et du modèle de la Fondation canadienne pour l'innovation.
Le navire, comme beaucoup le reste de la flotte, est vieux et il n'est pas performant. Et en plus, le personnel qui opère ce navire prend sa retraite. Et il y a de grandes difficultés à recruter une relève parce que les gens ne veulent pas aller travailler avec des vieilles affaires. C'est aussi simple que ça et il y a un effort colossal à faire. Et en parallèle, l'Arctique ou l'Antarctique est maintenant attaqué du plan de recherche de tout niveau. Donc, la France, la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie et la Chine construisent des brise-glaces de recherche, de grandes brise-glaces de recherche qui sont consacrées à plein temps à ce domaine. Donc, la communauté canadienne est en train de se mobiliser pour remplacer l'Amundsen et avoir et donner aux chercheurs une plateforme, une vraie plateforme de recherche. Comment embarquer? Donc, au départ, ça prend du temps, il faut être patient, c'est le mot qui revient ici dans ce colloque constamment. Donc, justification scientifique bétonnée et une vision claire, l'établissement et la gestion et aussi la régence du projet, financement pour la construction qui devrait venir du fédéral pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je vais revenir, et de partenaires privés qui sont intéressés à embarquer. Je suis astrophysicien, hein, je défends ici un bateau, je ne vous demande pas de construire un observatoire. Financement et fonctionnement annuel. Et là, ça va fonctionner différemment. Je ne demande pas au FRQ d'embarquer au début. On viderait les caisses à un instant. Mais le FRQ peut rentrer en partenariat du financement pour le fonctionnement annuel, la mise à niveau des différents équipements. Il y a toujours de la nouvelle instrumentation qui doit arriver. Je le connais avec les télescopes. On peut utiliser les machines de base pendant des dizaines d'années, mais il faut être complètement en renouvelant continuel. Et donc, c'est des partenariats qui vont contribuer, et entre autres la Garde côtière du Canada qui est intéressée à être partenaire dans ce genre de choses-là, même si le bateau serait essentiellement cette fois consacré à la recherche, mais pourrait avoir exercé des fonctions de déglaçage. Et pour y arriver, ça prend de la détermination et de la persévérance. Mais le Québec, je pense, occupe, moi, de ma vision de toutes mes années, et surtout les dernières avec la NSF, occupe déjà une place privilégiée. C'est un secteur où il est possible d'entrer grâce au plan Nord du Québec via l'Institut nordique du Québec et la stratégie maritime du Québec via le réseau Québec maritime. Donc, on est positionné pour entrer. Et un brise-glace, évidemment, donnerait l'accès sur une plateforme de recherche pour de multiples disciplines, incluant aussi bien les sciences physiques que les sciences humaines. Moi, je me souviens à bord du Joyous Resolution, le bateau de forage des fonds marins, il y a des gens qui vont étudier les chercheurs à bord du bateau, qui sont là pendant 2 mois pour les regarder un peu comme des ethnologues. Ensuite, très critique, présence stratégique du Canada dans un milieu de plus en plus envahi, et vous savez ce que je veux dire. De l'autre côté de la rivière, on parle, mais on ne fait rien. On ne va pas loin au nord ici, n'oubliez pas. On parle du passage du nord-ouest, mais tout ce qui est au nord, toute la glace qui est au nord, les Russes et beaucoup d'autres ont l'œil dessus. Implication active des populations autochtones, 0, très bien. Collaboration internationale et un attrait pour les jeunes. Et toutes les questions de protection de l'environnement et de la biodiversité, il y en a parmi vous qui sont mieux placés pour en parler. Donc, et vous avez certainement d'autres idées, mais je vous en propose une où le Québec est stratégiquement positionné pour participer et contribuer. Il faut trouver quelques centaines de millions de dollars, mais on ne dépense pas d'un coup. Là. Le bateau ne se construit pas dans une semaine. Et il y a moyen, il y a des coûts déjà qui sont évalués, mais c'est un exemple de projet de recherche. Je dis, le Québec est prêt pour les grandes ligues. Merci. Et là, on va passer tout de suite la parole à la première rapporteure. Oh non, excuse-moi. Excuse-moi. En fait, c'est parce que je change de salle. On peut parler de la véridicité là-dedans. Alors, oui, je te présente pendant qu'on... Excuse-moi, Marie-Christine Terrien est professeure titulaire de gestion à l'ENAP
et directrice du CITID Living Lab Gouvernance de la résilience urbaine. Ses intérêts de recherche touchent la gouvernance de la résilience, les organisations complexes et la gestion de crise. En plus de son expérience académique, elle a travaillé pour des organisations telles que le Centre de la résilience de la Ville de Montréal, la Science Application International Corporation, le gouvernement du Québec et la Croix-Rouge canadienne. Elle a effectué plusieurs mandats d'intervention et d'évaluation au cours de sa carrière, notamment sur les inondations du printemps 2017 au Québec et la pandémie d'influenza H1N1. Elle est également co-directrice de l'axe communication du réseau inondation intersectorielle du Québec et co-responsable de la délibération de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle qui a été créé par le Fonds de recherche du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation au FRQ. Avant de vous présenter ce que l'on fait, je pense que moi aussi, je vais prendre un 30 secondes pour faire l'exercice narcissique. Alors, j'imagine que c'est un double narcissisme en le faisant comme ça. Ça m'a beaucoup, en fait, touchée d'entendre des gens qui sont passés à travers, finalement, différentes étapes d'intersectorialité. Des fois, on se sent bien seul et quand on entend les autres, on se dit, bien, finalement, on n'est pas si seul que ça. Alors, tout ça se passe au siècle passé, et non, je ne vous révélerai pas mon âge. J'ai commencé, en fait, à m'intéresser à l'architecture, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas été admise, je n'avais pas assez des bonnes notes. Donc, je suis rentrée en études urbaines à l'Université Concordia, qui est un programme, en fait, déjà interdisciplinaire, où on m'a formée en sociologie, en économie, en anthropologie. Et le comble, c'est que j'avais en plus une mineure en histoire de l'art, m'étant dit que finalement, je m'intéresserais à l'intégration de la trame, de l'architecture et de l'art dans la trame urbaine. Ça n'a pas fonctionné non plus. Alors, comble de malheur, je me suis intéressée aux crises. J'ai commencé à m'intéresser finalement à comment les crises touchaient les villes, mais personne ne s'intéressait à ça, sauf une sociologue à l'École polytechnique de Montréal, dans un département de génie industriel et mathématiques. Alors, je suis allée faire une maîtrise en sciences appliquées avec une sociologue organisationnelle dans une école d'ingénierie. Et bon, après, on en a un peu assez de manger du beurre d'arachide et des kiwis, alors je suis allée travailler. J'allais travailler pour la Croix-Rouge canadienne en intervention d'urgence, donc en gestion de crise, pour appliquer tout ce que j'avais développé. Et là, bon, l'intérêt passant et c'est lourd, traiter des crises, j'ai décidé de retourner au doctorat, donc à l'École des mines de Paris, dans un laboratoire qui était non existant, qui était en création, où mon directeur de thèse était physicien, dans un centre de recherche sur les matériaux qui s'intéressait à l'intelligence artificielle, imaginez, au siècle passé, et qui avait décidé donc de créer un centre de recherche sur les sciences du danger. Alors, j'ai passé des études urbaines à faire tout d'un coup des cours en ingénierie. J'ai eu un grand choc. J'ai eu des chocs en travaillant pour la Croix-Rouge. Et en allant vers l'École des mines, on ne savait pas trop où me placer. On a finalement dit que j'allais travailler avec des gens au Centre de sociologie des organisations. Alors, je me suis retrouvée avec des philosophes, sociologues. Alors, Bruno Latour, Michel Callon, pour ceux qui connaissent. Grand choc encore. Alors, on finit par s'en sortir et on devient quoi? Je ne saurais vous dire. Alors, des fois, on me dit « Ah, vous êtes ingénieur. » Non. Alors, vous êtes urbaniste? Non plus. Alors, vous êtes spécialisé en quoi? Alors, avant, je ne répondais pas à la question. Je l'évitais, je changeais la conversation. Et j'ai fini par trouver. J'ai dit « Je suis spécialiste des systèmes complexes. » Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne vient quand même pas de rien. Donc, alors, comment on fait pour en arriver à créer un Living Lab sur la gouvernance de la résilience urbaine? Bien, il fallait trouver quelque chose.
En fait, plus de 60% de la population va habiter dans les villes. Au Québec, au Canada, en ce moment, c'est 80% de la population qui est dans les villes. Vous connaissez les changements climatiques, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La fréquence, la gravité augmente et les gens qui sont touchés sont dans les villes. Et qu'est-ce qu'il y a dans les villes? Ben, il y a beaucoup de complexité. Alors, j'ai dit, ça y est, j'ai trop. Donc, on a fait un Living Lab créé par le soutien du FRQ. On a créé donc CitéID, qui est en fait un laboratoire de recherche-action où on dit que c'est un lieu protégé où les acteurs peuvent s'exprimer à parler des difficultés, des complexités qu'ils ont à traiter des problèmes urbains. Alors, pourquoi on s'intéresse à la complexité? C'est que finalement, de par la formation que j'ai eue, je suis passée en fait par les sciences de la complexité et de la systémique pour être en mesure donc de traiter d'un ensemble de problèmes plus grands et plus complexes. Donc, notre mission, c'est de réaliser des travaux de recherche-action. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a une complexité des problématiques urbaines. Il y a des dynamiques qui existent en fait dans un paquet de disciplines. Et il faut savoir les amener les unes avec les autres pour tenter de trouver, moi, ce que j'appelle maintenant une forme de vision à 360 degrés, que ce soit l'économie, la démographie, la santé, les infrastructures, l'eau, le transport. Et plus important, parce que tout le monde l'oublie, mais c'est là où le bas blesse, c'est la gouvernance. Donc, hier, dans les propos, on disait, dans les universités, vous savez, bon, les structures, il ne faut pas trop y toucher. Je serais contre. Je dirais que non seulement dans les universités, une des problématiques, c'est la gouvernance, mais dans les villes et dans les systèmes, c'est beaucoup cette capacité des réseaux de gouvernance à s'adapter à comment les problèmes se présentent. Et ça, on a de la difficulté à le faire. Donc, on travaille là-dessus. Donc, nos études et nos projets, en fait, amènent différents partenaires qui, un peu comme lorsqu'on amène différentes sciences à une table pour discuter, les différents partenaires aussi ont besoin d'être présentés comme ayant des points de vue très différents. Donc, on fait avec eux, finalement, la structuration de la problématique avec un principe qui vient, en fait, du pragmatisme en philosophie. Alors, vous voyez, l'ingénierie, ça mène à tout. Donc, le principe du pragmatisme américain qui s'appelle le felt difficulty, c'est-à-dire qu'on arrive à déterminer quelle est la problématique avec tous les angles de tous les différents acteurs. Alors, tout ceci prend beaucoup de temps et beaucoup de mise en relation entre les gens qui travaillent, par exemple, au niveau du provincial à l'environnement, au niveau de la sécurité civile, au niveau de la ville, avec ses différentes composantes, les différents acteurs des organismes sans but lucratif et les chercheurs aussi à tenter de trouver des solutions autour de ces problématiques-là. Alors, on habilite, on suscite, on traduit et on essaie de comprendre finalement les interdépendances. Alors, notre approche, c'est d'utiliser la technologie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'une technologie peut être sociale aussi. J'ai mis quelques exemples très succincts ici, donc des cartographies, des animations. On emploie aussi des méthodes. Donc, on emploie la science de la complexité et aussi la méthodologie des systèmes souples. Parce que dans un Living Lab, il y a des choses intéressantes, mais en même temps, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une université, et j'y tiens, et donc, on doit aussi avoir cette rigueur qui est d'utiliser une certaine méthodologie. Et on active des savoirs. On active des savoirs sur les systèmes d'acteurs pour intervenir sur du réel et aussi avec les savoirs scientifiques. Donc, notre approche, elle est là pour faire une transformation des pratiques, pour développer aussi des nouvelles capacités, autant chez les acteurs que chez nos collègues scientifiques, développer de l'apprentissage organisationnel pour faire en sorte d'assurer les transformations, et finalement, on espère créer une forme de gouvernance de la collaboration. Je vous ai mis un exemple ici d'une technologie qui est une carte systémique. Alors non, vous n'avez pas besoin de le lire. Qu'est-ce que c'est?
c'est une problématique dans une seule municipalité régionale de comté où, avec les acteurs, on a pris 3 mois à déterminer quelles étaient les problématiques et leurs interrelations. Et une fois qu'on est d'accord, ben, au lieu de défaire ce que j'appelle le bol de spaghettis, ben, c'est qu'on commence à désactiver un certain nombre de cercles vicieux qui se sont mis en place pour voir comment on peut procéder à des transformations. Donc, en guise de conclusion, notre approche de format Living Lab, donc, elle est basée, oui, sur la science avec nos collègues, mais sur la science aussi des participants qui travaillent avec nous, les villes, les organismes sans but lucratif. Donc, on essaie à travers ça de briser les silos organisationnels et professionnels. On essaie de faire en sorte de mieux faire face aux problèmes environnementaux qui sont déjà là et de prendre en considération que les problèmes sont multi-échelles, multi-organisationnels et multi-acteurs. Donc, en fait, on essaie de doter les acteurs de capacités systémiques. On essaie de transférer chez eux cette capacité à voir les problématiques de façon plus large et on agit beaucoup comme des traducteurs. Donc, je pense que de par le passage que j'ai eu moi-même, j'ai réussi finalement à intégrer une forme de capacité de traduction que j'essaie de mettre en œuvre. On n'oublie pas les éléments importants que la science fournit. On ne perd pas de vue non plus les systèmes d'acteurs qui sont au centre de négociations, mais aussi qui sont en négociation de pouvoir, de ressources. Et finalement, on le fait en fait avec des assez petits moyens et on le fait pour créer des transformations qui se glissent dans le système des acteurs pour laisser des traces d'activation de la transformation. Je vous remercie. Alors, je passe la parole à Annie Monpetit, qui est doctorante, qui va être la première rapporteure, qui va donc adresser des commentaires ou peut-être des questions aux 3 intervenants. Elle est doctorante en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais et membre du comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche du Québec. Abordée sous un angle interdisciplinaire, sa thèse porte sur la capacité d'adaptation au changement climatique des communautés canadiennes dépendantes de la forêt. Bien, d'abord, merci beaucoup à l'ensemble des panélistes pour le partage d'expériences fort enrichissant. D'abord, je vais aborder 2 dimensions. J'aimerais d'abord revenir sur un point qui a été mentionné par M. Fouch hier, sur les dimensions locales, globales, qui, je crois, étaient très bien illustrées par vos propos, notamment avec les dimensions internationales, avec M. Roy, avec Mme Audet aussi, avec des dimensions un peu plus régionales. Et puis, j'aimerais, Mme Audet, aussi souligner que la recherche... qu'ils effectuent de la recherche régionale à l'UQAM, mais de calibre international. Ici, c'était très bien illustré. Donc, j'ai 2 questions sur cet aspect-là. La première étant, comment croyez-vous que les universités peuvent faciliter cette imbrication de la recherche à différentes échelles? Et ensuite, comment les organismes subventionnaires peuvent mieux faciliter ces passerelles de transmission du local au global? Et j'aurai aussi une 2e dimension à discuter, mais je vais vous laisser d'abord répondre à ces questions. Je ne peux pas dire comment les organismes subventionnaires peuvent nous aider à passer du local à l'international. J'ai l'impression que, en fait, c'est vraiment dans nos parcours différents. Tu sais, comme je disais, dans le fond, un chercheur, il choisit son parcours, il choisit ce qu'il veut faire. Ce que j'ai décrit, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va le faire ou qui veut le faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde. L'UQAR se situe extrêmement bien dans les petites universités au Canada au niveau de la recherche, mais c'est parce qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose qui soit vraiment au niveau international. Sinon, de toute façon, on n'est pas reconnu. Mais à partir de ce moment-là, tu as les mêmes critères que c'est pas parce que tu es en région que tu fais une recherche
qui a des intérêts régionaux, qu'elle n'a pas aussi des intérêts nationaux et internationaux. Puis c'est évident que si tu vas sur un concours national, qu'est-ce que tu vas faire valoir? C'est l'intérêt, on le sait, là, ceux qui sont en sciences et génie, l'intérêt pour le Canada, par exemple. Mais là, tu vas ouvrir ce que tu fais. Tu sais, quand on travaille sur les pêches, la dimension des pêches, c'est énorme. Ça touche pas juste le Québec, ça touche pas juste le Canada. L'aquaculture, c'est la même chose. C'est international. C'est ce qu'on a besoin pour nourrir le monde parce que nos océans sont plus capables de fournir. Fait que, il y a des dimensions internationales, donc c'est à nous autres à les faire valoir. Simplement, je pense que quand on comprend bien ce dans quoi on travaille, on comprend à quelle échelle on a des effets, puis c'est à nous autres de les faire valoir. Je te dirais, ça vient plus des gens que des institutions pour moi. L'idée que je lance, que le Québec est prêt pour faire le leadership d'une grande plateforme, en fait, vient du fait que des universités ont développé un secteur déjà localement et en partenaire. Madame me mentionnait ici qu'elle utilise l'Edmondson. Donc, elle serait heureux d'avoir les centaines de millions pour la prochaine génération de navires. Donc, c'est essentiel, en tout cas de mon point de vue, qu'il y ait déjà des nœuds de la semence qui a le pouvoir intellectuel pour mettre de l'avant ses idées et d'emmener le financement à très grande échelle. Et en même temps, les grandes installations, quelque chose d'extraordinaire, ce que j'appelle la nouvelle mégascience. Ça devient des plateformes qui peuvent être utilisées par des chercheurs de partout. Et par exemple, des chercheurs du Cégep de Garneau, dont j'ai des anciens étudiants, peuvent demander du temps de télescope et peuvent demander un temps d'accès sur le Joyless Resolution s'ils ont les compétences et vont être jugés par les pairs. Et ça va très loin, surtout aux États-Unis où il y a accès libre. Moi, j'avais mis au défi mon directeur au Space Telescope Science Institute, j'avais dit, Matt, si tu reçois une demande de temps de télescope d'un chercheur de l'Iran ou de la Corée du Nord, et là, c'est sensible, là, qu'est-ce qu'il allait faire? En fait, il devait absolument, par devoir, d'évaluer cette demande selon les critères. Et finalement, le dernier point, c'est quand on est dans des installations comme celle que j'ai connue, on est en région, par exemple. Les grands observatoires, ils ne sont pas en pleine ville. On est sur une île, sur un volcan de 4200 mètres à Hawaï, mais nos quartiers généraux sont sur le bord de la mer, à 1 heure de distance, dans une petite ville comme Hilo. Et l'impact économique au point de vue emploi est absolument colossal. La même chose au Chili. Et aussi, on développe un sentiment d'appartenance. Ça devient, si quelque chose se passe, les gens localement disent « touche pas à mon télescope ». Et on l'a vu ici au Québec avec l'Observatoire. Donc, il y a une espèce de lien extrêmement profond qui se crée pour certaines des grandes plateformes de recherche. Évidemment, si votre bateau fait de la circumnavigation, comme le Joyless Resolution pendant 3 ans, il vient dans un port puis il repart. Mais les gens de port sont habitués à ce genre de choses-là. Mais l'impact régional est multiple et aussi la source de tout ça vient des universités. Peut-être un petit mot rapide qui va aller dans un sens probablement complètement différent. Je pense que la formule de financement des universités actuellement fait en sorte que c'est pas intéressant de créer des plateformes où on va avoir des étudiants d'ailleurs, mais qui sont inscrits en France ou aux États-Unis. Donc, il y a, je pense, puis c'est vraiment un autre angle, mais il y aurait 1000 choses à dire là-dessus. C'est hyper important d'avoir des plateformes partagées avec d'autres pays. Puis en même temps, ben, le frein essentiellement est de structure. Ça m'amène juste à... Je veux juste rajouter quelque chose, par contre. Je veux juste rajouter quoi? Il ne faut pas avoir l'impression que parce qu'on fait de la recherche sur le plan pour des enjeux qui sont importants en région, qu'il n'y a pas la dimension internationale. Parce que, comme je mentionnais, l'aquaculture et les pêches internationales. Mais par contre, dans la formation des étudiants que j'ai eu beaucoup de Nord-Africains, des gens des Antilles, des gens d'Amérique du Sud. Donc, dans mon domaine, ce n'est pas du tout un problème d'avoir des gens d'ailleurs. Et en fait, ce qu'on exporte, c'est les connaissances et la façon d'aborder ces sujets-là, quel que soit l'endroit dans le monde où ils vont travailler. Puis ça, c'est important de mentionner ça. Puis, rapidement, peut-être, parce que je ne voudrais pas
prendre du temps à ma collègue à côté. Mais vous avez juste lancé la piste sur parfois la difficulté d'intégration peut-être des étudiants, justement, mais dans des nouvelles structures. Vous avez parlé des Living Labs ou des tables de concertation, de la recherche collaborative, partenariale. Quels sont les défis qui se posent pour mieux intégrer la relève en recherche dans ces nouvelles structures? En fait, je pense qu'actuellement, nous, ce que l'on vit, c'est qu'il y a un engouement pour y travailler parce que le sujet l'amène. Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement simple parce que ça ne rentre pas nécessairement dans une formule de programmatique universitaire. Donc, il faut trouver que la reconnaissance de cette multiformation puisse être reconnue au sein même de l'institution. Donc, il y a un peu de travail à faire avec ça. Moi, j'ai la chance d'être dans une petite institution, mais qui a beaucoup d'étudiants gradués. Et donc, comme on est une petite institution, il y a une forme de capacité à se revirer plus facilement. Mais je peux comprendre que dans des plus grandes structures, c'est plus compliqué. Avant de te céder le micro, je vais te présenter. Marie-Josée Hébert est néphrologue, transplanteuse et chercheuse au CHUM, professeure à la faculté de médecine et titulaire de la chaire Shire en néphrologie et en transplantation et régénération rénale. Elle est également co-directrice du programme de recherche en dons et transplantation du Canada et a fondé des groupes de recherche interdisciplinaires et transsectoriels. Ses travaux ont, entre autres, permis de découvrir de nouveaux mécanismes à l'œuvre dans le rejet d'organes greffés. En 2017, elle était nommée scientifique de l'année par le journal La Presse. À titre de vice-rectrice à la recherche, découverte, création et innovation de l'Université de Montréal depuis 2015, elle a joué un rôle central dans le développement des grandes initiatives de recherche interdisciplinaire, dont le lancement d'IVADO, de MILA et de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Louise. Alors, moi, je vais essayer de vous lancer sur des pistes qui ont été peu abordées. Alors, j'aimerais vous entendre autour de la valorisation des savoirs dans une perspective de recherche intersectorielle. Vous savez que du côté du Québec, notre réflexion, notre structure de valorisation de la recherche a été beaucoup construite au tournant du siècle dans des modèles assez traditionnels, de déclaration d'invention, on fait notre brevet, on espère avoir une licence, avoir des partenaires commerciaux. La valorisation de la recherche ou la valorisation des savoirs, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'un modèle traditionnel. Dans une perspective où on tient compte je pense qu'il y a un consensus là, d'appui aux approches intersectorielles, comment ça devrait changer notre réflexion en valorisation? Au niveau de la valorisation, il y a des questions moi, que je me pose encore. C'est sûr que quand je vais, par exemple, aux organismes subventionnaires généraux au CRSNG, je leur dis jamais que je fais de l'aquaculture parce qu'ils n'aiment pas ça. Il faut que je fasse de l'écophysiologie des poissons avec des conditions, avec des questions bien particulières. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement valorisant, c'est quand tu le mets à l'intérieur d'un secteur puis que tu aides des choses à se développer. Moi, j'ai trouvé toute la valorisation au sein pas nécessairement de où je faisais financer ma recherche, mais au sein de l'implication dans des regroupements stratégiques ou maintenant dans le réseau Québec maritime. C'est la valorisation quand on arrive à des niveaux où on aide finalement nos sociétés. Par exemple, dans le réseau Québec maritime, c'est d'amener des informations scientifiques qui vont permettre finalement de mettre toute cette stratégie maritime-là en place sur des bases scientifiques. En tout cas, c'est ce qu'on vise. Et cette valorisation, je la retrouve là. Je ne peux pas dire que je la retrouve dans le financement de la recherche comme telle. Mais pour moi, ça devient le retour des utilisateurs qui devient la plus grande valorisation. Je ne sais pas comment ça peut se traduire autrement.
Mais je vais spécifier ma question parce qu'on a beaucoup parlé des métriques pour évaluer la recherche interdisciplinaire, intersectorielle. On a un gouvernement d'investisseurs, d'hommes d'affaires. Ça va être quoi les métriques pour évaluer la valorisation de la recherche? C'est quoi les métriques autres pour s'assurer qu'une politique publique, un impact dans la communauté, bien, ça devient un output de valorisation? Comment on fait ça? Est-ce qu'on fait ça ensemble? Tu fais valoir finalement là où tu as eu des impacts, par exemple, pour une politique ou ces choses-là, mais pas nécessairement dans les mêmes tribunes. Je pense que ça rejoint quelque chose qui a déjà été dit. Je vais faire des choses quand je fais une demande au CRSNG, mais je vais faire valoir mes impacts ailleurs. Si je veux défendre mon regroupement stratégique, je vais les défendre complètement différemment. Donc, je ne sais pas c'est quoi les métriques. C'est difficile à dire, puis je pense que ça dépend des domaines. C'est une excellente question et vous allez me voir coloré par mon biais américain. Moi, à mon plus grand étonnement, quand on parlait à des gens de politique, des membres, le staff qui supporte des membres du Congrès, et même dans certains cas, on rencontrait des gens du Congrès et entre autres, dans la dernière année, j'ai interagi avec la sénatrice la plus puissante du monde, celle qui est en charge du dossier du budget de la défense américaine, la sénatrice Barbara Mikulski, qui était, on l'appelait la maman du Space Telescope. La question d'impact immédiat n'existe pas. C'est l'excellence. Est-ce que ce que vous allez faire va nous mettre de l'avant? Est-ce que ça va défoncer les frontières? Est-ce qu'on va être les meilleurs? Et si on doit le faire en partenariat, bravo. Donc, cette dimension, et là, je reflète la dimension sciences fondamentales, et aussi en même temps, en poussant les frontières, tout le monde savait que ça allait déborder, ça allait susciter de pousser la technologie, d'emmener la contribution des grandes entreprises, des meilleurs cerveaux et tout. Et moi, ça m'a toujours surpris que de dépenser tant de milliards pour un projet spatial, ça pouvait avoir de l'air complètement farfelu. Les gens du Congrès le disaient, cet argent-là, il n'est pas dépensé sur la planète Mars, il est dépensé dans mon État, dans ma circonscription. Donc, mais il y avait cette dimension qui me surprenait toujours quand on essayait de justifier que ça va créer tant et tant d'emplois. Pour eux, c'était automatique. Et c'était des bons dollars bien dépensés qui allaient aller au-devant. Donc ici, je pense qu'on évolue vers cette vision un petit peu plus généreuse par rapport à l'apport de la science. Mais votre question est valide parce que bien des gens vont nous demander, ils vont nous dire, bon, je vais construire l'amphithéâtre de Québec, ça va faire des jobs. Je regrette. Donnez-moi 500 millions de dollars, je vais vous en faire des meilleurs jobs, moi. Je pense effectivement que c'est une question fondamentale. Probablement que nos collègues en philosophie nous répondraient sur qu'est-ce que ça crée comme bien. Hein? Mais ça, c'est difficile à mesurer, effectivement, sur une échelle de temps, hein, parce qu'on peut créer un bien immédiat, mais des fois, le bien s'installe à plus long terme. Bon. Alors, effectivement, ça pose des mesures compliquées. Peut-être deux choses, c'est que en ce moment, puis là, je vais parler pour moi, dans la situation où on est sur un incubateur, on travaille avec des acteurs, mais on est quand même dans une université. Et quand j'envoie mon rapport, les mesures sont encore des mesures d'output. Donc, je dois, moi, j'appelle ça la formule fromage et dessert. Tu sais, je choisis pas. Je fais les deux. Je prends les deux. Donc, la formule, c'est je fais une mesure, où je fais un rendu d'output. Et là, on est à réfléchir et à développer. On a commencé quelques petits tests où on renvoie chez les partenaires une forme de questionnaire. Bon, je vous fais fi des détails, où on leur demande de nous dire qu'est-ce que ça a changé chez eux, qu'est-ce que ça l'a transformé et comment ils voient ça. Et on pense le faire donc sur une échelle de temps, donc très rapidement après les interventions, puis plus tard. Mais ça demande beaucoup d'énergie et d'efforts. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir.
Est-ce qu'on serait capable de mesurer un effet sur une politique publique? Bon, on continuera à y penser. On vous tient au courant. Est-ce que j'ai du temps pour aller une deuxième question que j'aimerais qu'on aborde parce que on a parlé beaucoup de la formation des étudiants, même de la formation des chercheurs, la possibilité d'avoir des passerelles d'un secteur de formation à une autre pour faciliter cette fertilisation croisée des secteurs. Mais on le sait, nos étudiants nous arrivent dans le milieu universitaire assez bien différenciés, hein? Et ils choisissent un trajet disciplinaire, parfois même à la fin du secondaire. Et par la suite, pour leur permettre de garder une certaine, ils sont peut-être pas totipotentiels, mais qui demeurent un peu pluripotentiels, donc de garder une certaine plasticité. Mais comment les universités peuvent le faire? Mais y a-t-il d'autres partenaires dans le système de l'éducation qu'on doit convoquer à cette réflexion-là pour permettre une plasticité plus grande de nos étudiants? Ma fille a 21 ans, elle rentre à l'université et elle me posait la question, qu'est-ce que je fais? J'ai tellement de choses qui m'intéressent et tout. Et bizarrement, je vous ai raconté mon parcours, j'ai dit, choisis une discipline, mais une discipline qui va faire en sorte de te donner une base d'assises. Et après, essaie de voir comment tu peux vivre des expériences. Donc, je rejoins François Joseph qui disait, ben, il faut permettre aussi l'accès à beaucoup d'expérientiels. Donc, fait que c'est encore la formule fromage et dessert. Ça doit être parce qu'on est proche du lunch. Et donc, je pense que les connaissances disciplinaires, en fait, sont hyper importantes. Puis d'un autre côté, il faut permettre la capacité de traduction. Donc, je pense qu'on ne devrait pas se pervertir à dire, tu sais, moi, je suis pas sûre de ces programmes qui font en sorte que, surtout au niveau du bac, où on fait tout. Il y a quelque part où je pense qu'il y a à demeurer, avoir une capacité d'assise pour mieux rebondir, finalement. J'ai aimé beaucoup les programmes coopératifs qui existent depuis longtemps où les étudiants viennent faire des stages et nous, on faisait tout pour en accueillir aux observatoires et c'est très populaire comme tel. Et ce sont pour les étudiants et aussi pour nous, chercheurs et les gens qui sont responsables des grandes plateformes de recherche, des moments absolument fantastiques quand on a les étudiants qui arrivent. Ils sont comme des tout jeunes qui arrivent et nous, on les avait. Puis au bout de 3 mois, moi, mon but, c'était toujours les jeunes arrivaient, bon, dépendant de ce qu'ils faisaient, mais à la fin, ils étaient capables de faire marcher le télescope autonome et tout. Évidemment, on fournissait un support. Donc, moi, je me disais toujours à la fin, the telescope is run by kids. Et ça, c'était l'accomplissement comme tel. Et l'autre chose, j'aimais beaucoup pour la question des expériences différentes, puis ça rejoint ce que François-Joseph à quoi faisait allusion. Nous, on aimait recevoir et on avait quand même pas mal de demandes de gens, de musiciens. Je veux venir passer une nuit au télescope. Bon, il y a une certaine logistique à organiser puis ils soumettaient un projet pour s'inspirer, pour faire quelque chose. Et ça arrivait assez régulièrement. Évidemment, il y a des plateformes de recherche, comme il y a des milieux qui sont beaucoup plus complexes. Ce n'est pas évident d'envoyer quelqu'un sur un bateau où les ressources sont bien comptées. Chaque lit sur le bateau est compté. Donc, pour faire ça, mais il y a tellement de possibilités. Et moi, je l'ai vu avec des grandes plateformes de recherche qui sont très ouvertes à ce genre d'initiatives parce qu'elles ne sont pas fréquentes. Je faisais allusion au Guggenheim. Des artistes venaient, disaient, on veut passer une semaine chez vous pour s'inspirer. Et on pouvait s'accommoder assez aisément de ça. Et nous, ce n'était pas notre fonction d'évaluer ce qu'ils avaient fait, c'était à qui ils redevaient, mais au départ, il fallait s'assurer de certains critères de base, que ce n'était pas n'importe quel zozo ou zinzin qui arrivait de nulle part. C'est drôle, on a souvent eu la question de la plasticité de la formation puis de ce que nos étudiants pouvaient faire. Puis à chaque fois, les gens qui sont ce CA du NT, ils vont me reconnaître. Je disais, ben,
Je ne vois pas le problème, là, parce que moi, j'en voyais pas dans mes gradués. Ils sont partout. Ils sont dans l'industrie, ils sont dans le gouvernement, ils font toutes sortes de carrières différentes. Et j'ai l'impression que ça vient pas des programmes dans lesquels ils sont, ça vient beaucoup de l'environnement où on les forme. Et je pense que ça dépend tellement de nous. Moi, quand je les envoie à la fois dans des congrès scientifiques, mais à la fois aussi dans des congrès où c'est leur secteur d'activité. S'il y en a un qui a une chance d'aller sur le téléhost avec Pêche Océan Canada, de participer pendant 2 semaines aux missions qui sont dédiées à connaître tout ce qu'il y a, en fait, notre biodiversité dans le fleuve, je vais les envoyer. Fait qu'ils vont être vraiment avec des gens qui vont regarder tout en fait, qui sont intéressés par les ressources. S'ils ont l'occasion d'aller dans des stages avec des pêcheurs, je vais les envoyer. Donc, ça dépend beaucoup de nous. C'est nous qui leur donnons cette ouverture-là. Puis souvent, moi, je me dis, ça vient pas du programme. Et puis, je regarde partout où est-ce qu'il se place. C'est tellement diversifié. J'en ai pas un qui fait la même chose. Je dirais même que c'est la minorité qui sont allés vers le parcours académique parce qu'ils sont dans vraiment toutes sortes de carrières. Puis je me dis vraiment, ça dépend de l'environnement qu'on leur donne. Et je ne suis pas sûre que c'est institutionnel. Je pense que ça dépend beaucoup de nous, quelque part, et de l'ouverture qu'on a sur le reste du monde un peu. Merci beaucoup. C'était vraiment extraordinaire. Oui, J'ai une minute. Oui, merci beaucoup. Je veux dire que cette matinée m'a passionné, je voulais juste dire ça. Je le dis là aujourd'hui parce que je vais être obligé de partir, mais je suis vraiment très très content d'être resté ce matin. J'ai trouvé cette matinée passionnante à bien des égards et ça nous fait vraiment... ça nous apporte énormément de sujets de réflexion sur la question de l'interdisciplinarité, l'enthousiasme de ceux qui la pratiquent en particulier. C'était vraiment quelque chose de formidable. Pour les 3 exposés qu'on vient d'entendre et qui étaient vraiment très très intéressants, je voudrais juste apporter un complément, je ne sais pas si ce sera d'ailleurs très très utile, mais un complément à ce que disait notre collègue Jean-René Roy sur les questions de l'instrumentation, au fond. Ce que je voudrais dire là, c'est que de mon expérience, notamment de président du CNRS, qui est un acteur important de la Big Science, au CERN par exemple. Je ne vous raconte pas les quantités d'argent qu'on est obligé de verser au CERN chaque année. Mais bon, il y a eu le boson de Higgs à la fin, mais c'est pas nous qui avons eu le prix Nobel. Il n'empêche, il y a eu aussi les ondes gravitationnelles, par exemple, auxquelles on a pas mal participé. Ce que vous avez dit était vraiment très très juste, et vous en êtes un des acteurs. Les grands instruments sont des lieux des lieux mêmes où l'on trouve dans un premier temps de la multidisciplinarité. Vous avez parlé de la Munsen, dans laquelle j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de circuler quelques jours. Oui, on a des gens de différentes disciplines. C'est la multidisciplinarité. Et puis, les résultats qui ressortent de tout ça créent de nouveaux sujets. Il émerge de aussi qui, eux, sont du coup interdisciplinaires. Et c'est quelque part, c'est l'instrumentation qui a été le facteur déclenchant. Hein. L'interdisciplinarité, c'est bien sûr des acteurs, des chercheurs de différentes disciplines qui vont parler ensemble, qui apprennent leur langage mutuel, etc. Mais quand il y a un instrument nouveau, l'instrument sert de médiateur. Il faut apprendre à se servir de cet instrument qui a été inventé, par exemple, pour faire de la biologie, et puis on fait de la physique avec, etc. Et là, je me suis dit, en vous écoutant, que ce qui était vrai pour la Big Science est vrai de façon assez générale dans des sciences où apparaissent de nouveaux instruments, même à l'échelle un peu plus small science. Hein. Je crois que la biologie, sciences de la vie aujourd'hui se développe énormément, mais pourquoi ? Parce que de nouvelles instrumentations sont arrivées. Ces instrumentations sont souvent issues de spectroscopistes, de physiciens, voilà. Dans le domaine dans les sciences humaines et sociales, on parle d'humanité numérique. Et l'humanité numérique, au fond, c'est quelque chose qui est en train de devenir une nouvelle discipline. Et c'est le numérique qui a permis de faire ça. Je pourrais en citer plein, le synchrotron.
synchrotron a fait que, le rayonnement synchrotron a fait que ce qui était la science des matériaux, je l'ai dit hier, c'était quelque chose, on ne savait pas bien où c'était, et bien aujourd'hui, les chimistes qui fabriquent des matériaux sont devenus utilisateurs de synchrotron qui était le matériel, qui était l'instrument du physicien. Et là, maintenant, on sait ce que c'est que la science des matériaux. C'est des savants qui sont sortis de leur discipline pour apprendre à utiliser un nouvel instrument. La RMN en neurophysiologie, la RMN en sciences cognitives, voilà. Donc, je voulais juste faire cette remarque-là, qui est un complément, en quelque sorte, de ce que vous nous avez dit, c'est que je crois beaucoup que dans l'émergence de nouveaux sujets, et des nouveaux sujets passionnants, sont on l'a bien dit, très, très souvent interdisciplinaires, de nouveaux instruments et de nouvelles instrumentations permettent sont souvent des catalyseurs, hein, et des objets de rencontre, au fond, de disciplines. Vous répondez extraordinairement bien à la question de valorisation du savoir. Je pense que c'est une dimension intéressante. Et l'autre facteur, parce que vous rappelez l'Observatoire d'ondes gravitationnelles dans lequel je suis impliqué, d'ailleurs, je vais présider la revue annuelle dans 2 semaines à Hanford, c'est la dimension risque. La construction de l'Observatoire d'ondes gravitationnelles, qui était pour observer des ondes qui correspondent à une contraction-dilatation de l'espace qui se passe lors de la fusion de gros objets, des trous noirs, c'est une prédiction de la relativité générale, mais le défi tellement fou, et d'ailleurs tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, si le projet était proposé, personne ne le financerait à cause de son risque extrêmement élevé. Et c'est un exemple d'installation qui rejoint un peu dans ses retombées, tant intellectuelles que technologiques, exactement ce que M. Fuchs soulève ici. Oui? Bonjour, Francis Houd, étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke. J'en profite, là, vu que j'ai 2 panélistes qui sont impliqués au niveau de la mer. Je suis assez nouveau là, au niveau de la gouvernance, administration de la recherche, mais je me demandais si c'est assez fréquent, entre autres, des partenariats avec le militaire canadien. Entre autres, là, vu que dans la création d'un brise-glace comme ça, je suis au courant qu'il y a beaucoup de personnes dans la réserve de la marine, grâce à mes modestes expériences dans la marine canadienne, qui sont des étudiants qui pourraient éventuellement manœuvrer ces bateaux-là ou même équiper peut-être des brise-glaces ou des bateaux qui vont déjà au nord au niveau du militaire, puis peut-être faire de la recherche sur ces bateaux-là indirectement. Fait que je me demandais si vous voyez des freins peut-être à des partenariats militaires. Il y en a des partenariats, pas avec moi. Biologistes, ça ne les intéresse pas vraiment, là. Les poissons, ce n'est pas nécessairement dans les priorités, mais les physiciens chez nous, les géologues, les gens en géomatique sont des gens qui vont travailler avec de la recherche en partenariat avec la Défense nationale. Donc oui, ça se fait. Et c'est relativement facile, même plus facile qu'avec d'autres ministères. En fait, il n'y a pas de partenariat direct dans les installations que je connais, sauf le bénéfice qu'on a d'avoir des militaires qui prennent leur retraite, qui ont des expériences absolument extraordinaires, qui viennent finalement, qui vont prendre une seconde carrière, une troisième carrière, pour aider souvent à la gestion des installations ou à la question comme agir comme consultant. Je me souviens de m'être retrouvé sur un panel pour le Joy-Days Resolution. Et la façon dont fonctionne la NSF pour les grandes installations, un panel de revue annuelle et de 10 personnes, dont 2 ou 3 sont des experts non-experts, des gens qui ne sont pas de la discipline. Et moi, j'ai eu le talent de me retrouver sur beaucoup de ces trucs-là. Et en particulier, je me souviens d'un qui était un amiral à la retraite et qui avait une grande expérience internationale et qui amenait un peu des réponses et des pistes de solutions pour les questions extrêmement difficiles que le Joy-Days Resolution quand il s'approche des côtes d'un pays qui peut poser certains problèmes. Donc, la compréhension du droit international, du droit de la mer, extrêmement complexe. Des personnes de ce profil, en tout cas, qui avaient l'expérience, l'avaient. Et moi, je dirais que les jeunes dont vous faites allusion,
d'après moi, je ne vois pas sûrement pas de limite et au contraire, j'y verrais des avantages à embarquer dans ces trucs-là. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, tu sais, les géologues qui développent tous les trucs de multifaisceaux pour aller regarder les différentes couches, par exemple, au fond de l'eau, ça a énormément d'intérêt, souvent pour le militaire, pour d'autres régions, mais aussi pour d'autres facteurs, comme l'archéologie subaquatique, qui est hyper intéressée à utiliser ces instruments-là. Je reviens à la notion d'instrumentation. C'est le développement de l'instrumentation qui ouvre des perspectives de collaboration vraiment extraordinaires dans ces cas-là. Non, je ne suis pas dans le marin. Ouais. Mais pour finir, en fait, ce que vous soulevez, c'est d'abord, moi, j'aime éviter la diabolisation de certains secteurs de notre société, là. Je ne veux pas dire qu'il faut tout justifier, au contraire, mais il y a et ça revient un peu à ce que M. Fuchs soulève, il y a une interpénétrabilité énorme des choses. Je me souviens, un jour, je reçois un message à Gemini, le directeur m'appelle, il dit « Il y a 4 personnes spéciales qui veulent avoir un tour du télescope au sommet de Mauna Kea. » Et j'emmène les 4 personnes et puis on a une cafétéria à mi-niveau, à 3000 mètres. On ne vit pas et on ne mange pas à 4200 mètres. Et je me souviens toujours, il y avait des gens, le personnel cuisinier, toujours très avenants, puis ils avaient là, ils comprenaient tout, eux autres. Puis il me dit, Jean-René, il dit, les 4 gars qu'il y a là, ils ont de l'air bizarres. J'ai dit, they are from the CIA. Et simplement, et ces gens-là venaient pas pour, ils venaient, on a eu une conversation, ils venaient pour voir ce qu'on faisait. Quelles idées qu'on avait, puis ils trouvaient qu'on faisait des choses d'avant-garde et surtout qu'on les faisait à des coûts beaucoup moindres qu'on nous soumettait avec les contracteurs du gouvernement. Donc, en fait, c'est pour poursuivre cette question de valorisation des savoirs, pas seulement d'intersectorialité, mais j'appellerais pas peut-être ça l'interpénétrabilité. Jean-Pierre, c'est peut-être pas un mot, là, on peut l'inventer ici. Ouais. Oui, vous avez sûrement quelque chose à dire là-dedans, vous. Mais c'est un peu ce que je disais avec les partenaires, c'est qu'il y a les sciences qui ont des langages, puis les partenaires ont des langages. Et quand on permet aux partenaires d'entendre ce que l'autre a à dire ou à comprendre, et qu'on agit des fois un peu en traducteur, donc nous, c'est au niveau très, très opérationnel, mais c'est vrai que, bon, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, tout ça, ils ont même des systèmes qu'ils appellent interopérables. Il y a déjà là une discussion à avoir là-dessus. Ce ne sera pas une question, ce sera plutôt un commentaire. Mon nom est Michel Morand, je suis directeur de l'innovation et de la valorisation à l'Université de Liège. C'est l'université qui a accueilli Julie pour faire son doctorat. J'ai été modestement invité à intervenir dans l'atelier consacré à la valorisation hier matin, et depuis hier après-midi et ce matin, je trouve les débats ici particulièrement passionnants. Mais je suis peut-être un observateur un peu extérieur, et il y a certaines choses qui me frappent ici dans les discussions. En particulier, les rigidités. Je suis pourtant habitué à venir, particulièrement dans le secteur de la valorisation, etc., au Québec et au Canada. Et ici, j'ai découvert beaucoup de discussions sur les cloisonnements, les rigidités, appelons ça les structures, hein, si je comprends bien. Et c'est un fait que ça existe partout. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué encore ici que, par exemple, dans mon pays. Par contre, évidemment, c'est une préoccupation très, très grande. La semaine passée, nous étions au Congrès européen de la valorisation. Relativement haut fonctionnaire de l'Union européenne est venu faire un exposé sur, je peux résumer, c'est l'endogamie de la recherche. C'est-à-dire que le monde de la recherche, il a expliqué que c'est le seul métier où
on se recrute entre pairs, on travaille avec les copains et les pairs, et on publie avec les pairs dans des revues dirigées par des pairs. Et qu'est-ce qu'il en sort? Il dit, ben, nous avons un problème. L'Europe a un problème avec ce système. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls. Hein? Donc, ça c'est clair. Mais c'est quand même quelque chose de très interpellant. Parce que la deuxième chose qui me frappe sur le 21e siècle, je n'ai pas entendu parler beaucoup de open science, open data, open access. Or, c'est quand même quelque chose qui est... Je sais que l'open science est déjà une actualité chez vous. Cependant, avec les nouvelles générations, avec le big data, avec l'accessibilité de l'information, j'ai l'impression que si on ne s'occupe pas soi-même d'un peu casser les codes, c'est un tsunami qui va arriver, on n'y aura rien vu. Et donc, je pense que pour l'université, de manière générale, se réinventer par rapport à ce qu'on a entendu hier, l'université de Humboldt, où on associait enfin utilement le transfert du savoir avec la création du savoir, ça a quand même du sens. Aujourd'hui, on doit élargir ce discours et aller probablement plus loin. Et donc, casser les codes, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce sont des choses que l'on entend, que l'on pratique. Quand on entend Living Lab, bah, c'est déjà une manière de casser les codes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir eu toute la théorie pour pouvoir commencer à toucher à quelque chose. Casser les codes, ça veut dire aussi casser les disciplines, ou en tout cas, j'ai entendu hier casser les départements. Bon, je ne sais pas s'il faut de l'organisation pour fonctionner, mais il faut aller casser les disciplines, casser les secteurs, casser les âges. Pourquoi est-ce qu'il y a des castes d'âge? Il y a des castes que j'ai entendues ici, manifestement, de grades. Ce sont des freins que je pense qu'on devrait être grand assez tout doucement à pouvoir transcender. Donc pour moi, c'est là un peu les défis du 21e siècle, c'est de pouvoir un petit peu réinventer vraiment, peut-être pas de la page blanche, mais quand même. Je vais juste alors répondre pour la partie de la valorisation. Les métriques de la valorisation, c'est un grand sujet. Congrès entier sur le sujet, ça revient de manière régulière. Et c'est un fait que aujourd'hui, ben pour les sciences humaines, il y a là un défi, non pas de faire, parce que c'est un fait que les sciences humaines et les sciences en général, où les savoirs sont transmis par 36 méthodes, mais qu'on a été omnubilé par la valorisation économique et avec les indicateurs venant de l'économie, ou ce que l'économie nous impose comme indicateur, y compris aux universités, et qu'il faut donc sortir de là. Et donc, il faut inventer soi-même des indicateurs beaucoup plus qualitatifs que numéraires. Qu'est-ce que c'est? Comment mesurez-vous le bien-être de quelqu'un qui a une meilleure dentition parce qu'on a fait des dents aujourd'hui synthétiques en 3D, Fab Lab en 3D, hein, ça se fait directement, ou qui a une prothèse, ou qui a une prolongation de sa santé, ça se mesure aujourd'hui comment? Ben, là, il y a un champ d'action, je pense, intéressant, et c'est pour ça qu'il y a des congrès d'ailleurs. Voilà, c'était donc un commentaire, et merci de m'avoir invité hier. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Enfin, moi, je veux vous remercier tous au nom du Fonds, ceux qui sont intervenus ce matin. Vous avez soulevé énormément de questions qui rejoignent des questions qu'on se pose déjà, mais vous nous les amenez dans d'autres termes, d'autres approches. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup questionné les liens entre la dimension globale et la question d'échelle, du global au local, etc. Bon, on sait qu'il faut qu'on se questionne sur ce qu'on attend, ce qu'on demande pour les CV. On est déjà en travail avec les 3 conseils fédéraux sur cette question-là, comment on va redesigner le CV commun.
c'est pas un chantier qui va être résolu dans un mois. Je voudrais pas créer de fausses attentes. On veut aussi, pour faire de la place aussi à d'autres types de productions, d'autres types d'expériences et de réalisations scientifiques et de création. On veut aussi revoir la description du projet dans certains de nos programmes, en tout cas. Certainement, les critères d'évaluation et toute la question de l'évaluation reste un chantier incroyable. Alors, on va certainement encore vous solliciter pour d'autres colloques. Peut-être que cet après-midi, on laisse la parole. Et là, Écoutez, c'est parce qu'on veut vous laisser aller dîner, hein, parce qu'elle a parlé beaucoup de métaphores alimentaires les derniers temps. Écoutez, moi aussi, je veux vous remercier pour ce matin. C'est vraiment des parcours passionnants, des parcours aussi que je pense qu'il faut mettre en valeur. Aussi par nos projets, il faut les mettre en valeur. Comme disait aussi Louise, il va falloir aussi adapter nos programmes. On a déjà commencé, je pense, avec Audace. Il faut aussi développer des métriques, c'est bien évident. Bon, voilà. Donc, on recommence à 13h30 pour les intervenants. On ne déplace pas notre horaire, même si on est un peu en retard, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être venir cet après-midi. Donc, on commence à 13h30. Pour les intervenants, on a du colloque, on a quelques boîtes à lunch, donc on va vous mobiliser. Et évidemment, je vais laisser la parole à Rémi, qui va donner quelques pistes, d'ailleurs, qui ressortent des jours du colloque. Oui, merci encore une fois à tous. Et il y a des éléments peut-être qui n'ont pas été couverts encore et qui ne seront pas couverts pendant la journée et demie. Par exemple, tout ce qui est libre accès aux données, aux publications scientifiques, ça a été discuté ce matin dans un petit colloque associé à l'UNESCO. Et bien sûr, on a une politique ici, on suit ce qui se passe en Europe avec le plan S, toutes ces histoires-là, bien sûr, c'est très, très important et les universités très, très impliquées là-dedans. Tout ce qui est conduite responsable en recherche, aussi tout ce qui est sciences citoyennes, j'en ai parlé un peu hier, sciences participatives, ça aussi, ça va changer la donne. Et bien sûr, en termes d'évaluation par les pairs, il va falloir en tenir compte. J'ai bien aimé l'intervention aussi là, d'Alain. On n'a pas été très bon. On n'est pas encore très bon. Au Canada, pour tout ce qui est grande infrastructure, ça s'est fait jusqu'à date de façon assez ad hoc. Lors de ma participation au comité Naylor sur le futur de la recherche fondamentale au Canada, on a souligné ça. Notre prix Nobel, Art McDonald, avec les neutrinos. On en poussait beaucoup pour avoir une stratégie, pour avoir des budgets peut-être dédiés un peu plus à l'appui des grandes infrastructures, comme par exemple le CNRS peut avoir en France ou NSF ou autre. Ici, à chaque fois, on monte au niveau du bureau du premier ministre, on fait beaucoup de pression, puis on espère qu'ils vont trouver quelques millions ou quelques centaines de millions, parce qu'en général, c'est très dispendieux pour arriver à ça. Ce qui a été mentionné, ce que tu as mentionné par rapport, par exemple, aux brise-glaces. Même si on avait demain matin le OK, oui, on le fait, ça prend plusieurs années avant de l'avoir. Donc, il faut planifier très, très longtemps d'avance. Un autre secteur qu'on discute présentement est tout ce qui est ordinateur quantique. Ça aussi, il va falloir avoir des investissements costauds sur une longue période. Donc, je pense qu'on doit mieux planifier. On n'a pas été très, très bon. Et comme tu dis, c'est peut-être le temps aussi au Québec d'avoir des infrastructures de ce type-là. Il y a l'Edmondson, mais peut-être qu'on pourrait avoir genre d'infrastructure un peu plus costaude. C'est certain que c'est toujours un peu difficile à vendre. Je vais peut-être avoir besoin de tes conseils là, au niveau des élus et même au niveau des chercheurs. Parce que là, ils voient ça, ils voient le pourcentage du budget qui va pour ça, puis ça veut dire que moi, je ne l'aurai pas, là, ma petite subvention de 50 000 $. Il y a toute cette dynamique-là qui est quand même très, très importante. Rencontre hier, j'étais à la FCI. Ils sont très intéressés par le programme Audace, éventuellement. Donc aussi, en termes d'infrastructures appuyées par la FCI dans le futur. Si on développe la science citoyenne, la science participative, des programmes Audace, on va être obligé peut-être, oui, on va continuer certains des programmes qu'on a, mais peut-être en termes d'infrastructure, de localiser ça ailleurs
que sur le campus universitaire ou peut-être s'il y a un centre de résilience, peut-être qu'on va être obligé d'aller vers ça. Et je dois dire qu'il y a eu une très bonne ouverture hier à la FCI, donc pour les vice-recteurs ici ou les recteurs, là, gardez ça en tête et les chercheurs aussi, je pense qu'ils sont prêts à aller là. Et nous, on va devoir passer à la prochaine étape aussi du côté audace. Là. On a entendu certaines des choses qui ont été faites ici. Il va falloir avoir des plans de carrière pour les chercheurs qui vont plus dans ces secteurs-là. Et on commence à penser à ça aussi. Là. Et je pense qu'il y a une très bonne réceptivité au niveau de notre gouvernement présentement. Là. Notre ministre aime beaucoup ce genre de programme-là. Donc, il faut en profiter et on n'a peut-être pas des années pour les convaincre. Là, au cours de la prochaine année, il va falloir réussir à les convaincre de ce côté-là. Mais il y a beaucoup d'espoir. On est très... Tu disais, Alain disait qu'il est un optimiste. Moi aussi, je suis toujours un optimiste.